Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Et une équipe de France qui s'est retrouvée il y a 2 semaines et démarre un peu sa compétition, sachant que l'objectif n'est pas le même. L'objectif pour la France, c'est d'arriver en finale. L'objectif pour la Tunisie, c'est de sortir de ce groupe-là. Donc on avait quand même 2 équipes, au niveau physique en tout cas, qui étaient absolument pas au même niveau. Alors, est-ce qu'on... Mais ouais. Ouais, alors je vous la pose aussi à vous trois, messieurs. Il y a Stan également qui est toujours avec nous. Est-ce qu'on peut vraiment parler de surprise, Benoît, étant donné quand même que on connaît Issam Tej, on connaît le gardien nantais, on sait aussi que c'est quand même un coach vraiment français qui est là-bas. D'une part, est-ce que tu vois cette équipe tunisienne être la surprise du mondial et pourquoi pas sortir de ses poules et aller plus loin dans la compétition? Est-ce que toi t'es surpris, Benoît? Surpris, après c'est sûr qu'il y a plusieurs paramètres à mettre dans la balance. Il y a le fait qu'on connaît la nouvelle génération, comme le disait Brice, qui est montante et qui avait fait, je crois, vice-championne du monde junior, ou voilà, avec des joueurs qui sont vraiment de niveau international. Et il y a déjà un joueur à l'arrière-gauche, Yalouz, qui a déjà signé un pré-contrat pour Kiel. Donc voilà, c'est pas n'importe quel club. Ensuite, on a tous les pensionnaires de la LNH qui aussi ont un niveau de jeu depuis un certain nombre d'années, donc qui sont sur les parquets français et qui prouvent chaque week-end qu'ils ont un niveau de jeu d'un niveau mondial. Donc plus ou moins, quoi, on va pas dire trop surpris, mais après voilà, ça va être l'accumulation. Parce que, comme le disaient les Français aussi, c'est pas la même compétition aussi, parce que la Tunisie, eux, ils jouent le match de leur vie contre la France. Alors que la France, elle joue un match parmi tous les matchs qu'elle doit gagner pour aller au bout de cette compétition. Donc les enjeux étaient différents aussi au point de vue de la motivation et de l'engagement. Elle a quand même gagné face à l'Allemagne aussi, cette équipe. Donc après voilà, par contre, c'est pour continuer là-dessus, il y a quand même ce groupe qui a l'air de quand même bien vivre ensemble et donc de vraiment bien jouer au handball, puisque on se rend compte que ils sont capables sur pratiquement tous les postes d'être dangereux, et même des joueurs qui remplacent les numéros 1 sont aussi très performants. Ils ont 2 demi-centres très bons. Un autre deuxième arrière-gauche qui a remplacé Yalouz contre la France et qui a tout de suite été dans le tempo. Donc on peut se dire qu'avec cette victoire contre l'Allemagne, ils vont sortir de ce groupe et donc pouvoir peut-être accéder à ce huitième de finale. Alors cette équipe tunisienne a battu, après on a dit, l'Allemagne. Est-ce que sur la distance, et ça c'est un peu les questions du chat et des auditeurs qui nous écoutent, Brice, est-ce que tu crois que sur la distance les Tunisiens peuvent vraiment tenir le rythme? Sur la distance, ça dépend. Ouais, ça dépend jusqu'à où. Je pense au moins aller en quart de finale, oui, facile. Parce que là, a priori, il leur reste à jouer l'Argentine, le Brésil et le Monténégro, qui sont a priori les 3 équipes les plus faibles de ce groupe. Parce que de toute façon, ils vont s'en sortir avec 3 victoires assurées. Donc, finir deuxième du groupe. Donc derrière, après, se dire qu'en huitième de finale, affronter une équipe un peu plus faible, qui je pense, à mon avis, ne leur posera pas trop de soucis. Après, ce sera les quarts de finale, faudra voir, mais je pense, ouais, au niveau physique, ça peut tenir. Après, moi, le petit bémol que je mets... À un moment donné, de lucidité. Donc, la cause de notre mauvais classement, c'est d'une part certainement les blessures, d'autre part, peut-être que... De mémoire, ils en ont pris 7, je crois. On pensait que ça allait quand même passer. Surtout, il y a vraiment des fautes un peu méchantes. Donc c'est peut-être là, à mon avis, où leur point faible, c'est-à-dire qu'ils ont du mal, et comme je regardais aussi tout à l'heure l'Algérie, ils ont du mal à rester à 7 sur le parquet tout au long de la partie. Alors, j'ai lu beaucoup, désolé, on a eu un petit souci technique, mais vous avez pu entendre parfaitement Brice. J'ai entendu pas mal de médias qui disaient que l'équipe de France rentre doucement dans ce mondial, a fait un match en demi-teinte, a pas été brillant. Moi, personnellement, en étant tout à fait modeste et mes connaissances en handball, je les ai trouvés, l'équipe de France, vraiment bien contre cette équipe tunisienne. C'était surtout cette équipe tunisienne qui a fait un match exceptionnel, et l'équipe de France a répondu, a même gagné. Alors, le niveau affiché de l'équipe de France face à cette équipe tunisienne, Benoît? Non, mais je crois qu'il faut surtout saluer, c'est la performance des Tunisiens, hein. Les Français n'ont peut-être pas été aussi performants que dans la suite de la compétition, mais pour une entrée en matière, ils ont dû déjà être à un niveau très convenable, parce que la Tunisie avait vraiment un niveau de jeu
assez exceptionnel, des joueurs qui n'ont rien à perdre et qui tentent beaucoup de choses et qui ont eu un maximum de réussite. Et donc, malgré tout, la France a su faire le dos rond par rapport à toute cet excès de générosité des Tunisiens, tant défensivement qu'offensivement. Et donc, ils ont pu quand même, malgré tout, s'en sortir. Donc, je pense que le niveau de jeu de la France n'est peut-être pas encore celui de la fin de la compétition. Et je l'espère qu'ils vont continuer à monter en puissance. Mais pour un début de compétition, ils ont dû déjà être pratiquement à 100%. Et donc, ça les a mis directement dans le bain pour entamer de la meilleure des façons cette compétition. Alors l'équipe de France a bien démarré cette compétition face à la Tunisie. Deuxième match pour cette équipe de France. Et ça a été un peu plus facile. Alors juste avant, pour finir avec l'équipe de Tunisie, on peut aussi parler d'un grand monsieur. Alors Lucas Ballot a été élu meilleur joueur du match. Moi personnellement, j'aurais dit Nikola Karabatic, qui a été excellent tant en défense qu'en attaque. Un petit mot sur les performances individuelles, Brice? Et moi, par contre, non, en homme du match, j'aurais mis le gardien Marwan Magaïès. Ouais. Alors ses stats sont pas forcément folichonnes, mais par contre il a fait des arrêts impressionnants et à des moments super importants du match. Et ouais, je pense que c'est lui qui a permis à cette équipe de rester en course jusqu'à 10 minutes de la fin du match. Et hier aussi contre l'Allemagne, il a réitéré ses performances. Et je pense que justement ça aide aussi cette équipe de Tunisie, car quand elle a un petit coup de mou, derrière il y a un gardien de très haut niveau qui est là pour remonter l'équipe. Après, au niveau des performances individuelles sur ce France-Tunisie, ouais, je retiendrai Enroubia qui a fait un 100% au tir. Et sinon, c'était assez homogène, je trouve. Quand même, il y avait j'ai pas un joueur comme ça je trouve, qui est sorti du lot par rapport aux autres. Benoît, un petit mot sur les performances individuelles. Je te redonne peut-être les stats. 6 sur 10 pour Jérôme Fernandez, donc un 5 sur 5 sur le jet de 7 mètres. Didier Dinard, Xavier Baraché, 4 sur 6, moi j'ai pour Didier Dinard. Alors je sais pas, j'ai dû me planter dans les stats. Non, à mon pas avis. possible. C'est pas possible. Bizarre. Ouais. Je reverrai mes stats. Donc voilà, un petit mot sur l'aspect individuel des joueurs français et pourquoi pas tunisiens. Non, mais c'est vrai que, comme le dit Brice, la performance de Megaez dans les buts tunisiens a vraiment pesé dans la rencontre. Il est bien aidé par une agressivité des fois un peu démesurée de la défense, mais voilà, il fait son taf derrière et des fois sur des situations franches, il arrive à être décisif. Mais voilà, du côté français, ce que j'apprécie vraiment, c'est la sobriété d'Abalo. Abalo qui avait une préparation un peu difficile, on va pas dire difficile, mais avec certaines libertés qui s'étaient autorisées et du coup pas avec spécialement de réussite. Et là, il est revenu à ses fondamentaux, avec toutes ses qualités de détente et de bras, et du coup, il est très très sobre dans sa finition et très efficace. Donc à Ballot, je trouvais que sur cette début de rencontre, cette première rencontre, il m'a bien plu. Et après, on peut pas ne pas noter Nikola Karabatic pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, peut-être qu'au niveau statistique, c'est pas aussi impressionnant qu'en préparation où il a fait 100% dans les deux matchs contre l'Argentine. Mais en étant plus généraliste, on va dire, c'est toute l'implication qu'il met tant en défense qu'en attaque. C'est lui qui impulse les actions par ses changements de direction, par sa puissance physique. Il est capable de faire jouer les autres, de marquer quand il faut. Nicolas est en grande forme et c'est une très bonne chose pour l'équipe de France. Et dont, Moi, juste pour ajouter à ton propos, Benoît, je mettrais aussi la rentrée de Daniel Narcisse qui a fait du bien à un moment où justement c'était compliqué pour cette équipe de France. Ouais, exactement. Une richesse énorme. Ouais, et sachez, donc vous pouvez quand même le signaler, Philippe Bana nous a garanti un super mondial de Nikola Karabatic. C'était 2 heures avant la rencontre face à la Tunisie. Donc comme quoi, il ne s'est pas planté. On va passer au second match. Moi aussi, je l'avais dit. Ouais, exactement. Exactement. On va passer au second match, le match face à l'équipe de Monténégro. Alors c'est une équipe qu'on connaît peu, et puis l'équipe de France a fait le boulot. On a pu faire tourner aussi
tout l'effectif, avec la rentrée notamment de N'Guessan et de Valentin Porte. Jérôme Fernandez également a fait la deuxième mi-temps. Daouda Karaboué a été excellent, élu meilleur joueur du match. Comme tu l'as dit à un moment dans ton interview qu'on va entendre de Brice, c'était un petit match d'entraînement assez sympathique. Brice. Ouais, c'était ils ont réussi à se faciliter la tâche en rentrant bien dans ce match et en prenant les devants assez rapidement. Et surtout, moi j'avais vu Monténégro la veille jouer contre l'Argentine et c'est vrai que c'est leur première Coupe du Monde, donc ils sont pas non plus encore trop au niveau. Je pense qu'il leur faut encore un peu de temps pour vraiment pouvoir défier des équipes du niveau de la France. Et surtout, ils étaient en attaque, ça manquait cruellement d'imagination. En fait, il y avait pas, je sais pas, il manquait vraiment les combinaisons. La plupart du temps, ça tombait à l'eau. Ils étaient pas dedans et même à la fin, ils ont commencé à s'énerver un peu. Il y a un joueur qui a pris un carton rouge. Donc je pense il y a une grosse différence de niveau, mais ils ont aussi rendu le match facile à l'équipe de France en sortant très vite de leur match. En fait, je pense que jamais vraiment ils ont cru possible de titiller un peu cette équipe de France. Alors c'était le match parfait entre guillemets pour reposer les cadres. Ça après la grosse bagarre face à la Tunisie, Benoît. Non, mais c'est vrai que voilà, comme le dit Brice, ils se sont facilité la chose, mais ce qu'il y a à noter, c'est vraiment dès la suite, à la fin du match de la Tunisie, on les a déjà sentis concernés et avec toute l'humilité qu'on leur connaît, pour se dire que ce match contre le Monténégro, il fallait qu'ils rentrent dedans de la meilleure des façons pour pouvoir peut-être un peu gérer et faire tourner l'effectif. Donc ils ont répondu présent dès le début du match. Ils étaient bien concentrés et efficaces dans tout ce qu'ils ont entrepris. Et à partir de là, après, c'est facile d'être sélectionneur dans ces coups de temps-là, puisque les cadres font le boulot, on peut se reposer, les laisser au repos, faire tourner l'effectif, faire marquer les premiers buts aux petits nouveaux, redonner un peu de temps de jeu à Sébastien Bosquet qui en manquait cruellement, même si ça n'a pas été spécialement concluant sur ce match, mais il lui faut quand même rentrer de plein fouet dans cette compétition parce que on ne sait pas ce qui peut arriver et on peut avoir besoin de lui. Karaboué sur la lancée du match contre la Tunisie a eu sa mi-temps et a répondu présent, donc c'est le match parfait pour d'un côté économiser, relancer, montrer que la concurrence est là, et justement concerner tout un groupe. Ce qui est important aussi, c'est de concerner un groupe complet. Et là, on sait que le groupe est à 16, mais ce sont pas que des faire-valoir, c'est des joueurs qui peuvent à tout moment apporter un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté dans le jeu français. Et on connaît tellement déjà que tous les adversaires scrutent tous les faits et gestes des Français, et donc d'avoir des solutions supplémentaires, ce sera que un plus dans cette compétition. Donc Stan, après Lucas Ballot élu meilleur joueur du premier match face à la Tunisie, encore un Français élu meilleur joueur du match face au Monténégro, c'était Daouda Karaboué. Excellente deuxième mi-temps, méritée. Magnifique. Il fait même une meilleure entame que Thierry Omeyer. Magnifique, hein. Il a annoncé que c'était sa dernière compétition. Je pense que comme tout le monde, il veut finir, on va dire, la meilleure que possible. Donc c'est vrai que il a été extraordinaire et on peut même des fois regretter peut-être sur certains matchs qu'il n'ait pas été peut-être présent. Mais après, ça c'est que mon avis. Mais vraiment, il m'a ébloui. Eh ben écoute, on va l'écouter. Daouda Karaboué, c'était hier, au micro de Brice qui est là avec nous. On l'écoute, et d'ailleurs, écoutez, il lâche que c'est son dernier grande compétition. Allez, Daouda Karaboué, c'était au micro de Brice hier, juste après le match. J'ai fait une gaffe. Depuis le début de la prépa des jeux, je fais tout pour être performant, parce que je savais que ces deux compétitions-là seraient mes dernières compétitions. Donc moi personnellement, je me suis plutôt en forme. On commence à régler 2-3 petits détails pour rentrer le mieux possible dans la compétition. Il nous reste encore des détails à régler, mais bon, c'est en train de venir, donc c'est bon signe.
Qu'est-ce que tu peux dire de la relation avec le public qui est en train de se créer là? J'ai entendu beaucoup de doudou. Moi c'est mon truc, hein. Moi c'est de partager, de communiquer avec le public, c'est quelque chose qui me plaît et qui me stimule aussi, puisque certes c'est devenu un travail le handball, mais c'est un vrai plaisir quoi. Donc et puis pour les gens qui sont venus regarder ce match-là, il faut leur donner un spectacle. D'abord bien sûr le résultat, mais si possible leur donner un spectacle. Donc moi je suis toujours ok, toujours partant pour... Voilà, toujours ok, toujours partant pour faire le spectacle juste avant le résultat. Donc ça, c'était Daouda Karaboué qui fait un excellent mondial, hein, pour un début de mondial. Hein, il n'y a que 2 matchs, mais bon, c'est vrai qu'on peut quand même compter, Brice, Benoît, sur 2 gardiens vraiment d'un excellent niveau. Et là, on parlait de Cyril Dumoulin par rapport à Daouda Karaboué. La meilleure réponse, c'est ce que nous fait Daouda. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a été il est souvent polémique sur ce poste de gardien de but. Autant je pense que à d'autres périodes sa titularisation était peut-être plus contestée. Autant pour cette compétition, je pense que Cyril Dumoulin a un niveau un peu inférieur que l'année dernière, par exemple, où je pense que Cyril aurait mérité de partir aux Jeux Olympiques, parce qu'il avait fait une très grosse saison avec Chambéry, tant au niveau national qu'européen avec la Ligue des Champions. Autant cette année, il est un petit peu en dedans. Ses performances sont moins régulières, même s'il a bien fini l'année. Et donc, je pense que la concurrence était vraiment saine entre les deux, et ça jouait vraiment pas grand-chose. Et c'est vrai que Claude n'a pas changé une équipe qui gagne et est resté un peu dans ses principes, ce qu'on lui a reproché à une certaine période. Mais là, je trouvais son choix un peu plus légitime par rapport à Karaboué. Et peut-être aussi que cette situation dans laquelle Doudou est, de se dire que c'est sa dernière compétition, il est libéré, il a plus à se poser la question de savoir est-ce qu'il va être pris, est-ce qu'il doit juste faire valoir, et je pense que dans son état d'esprit, ça doit jouer aussi beaucoup, et le fait de pouvoir profiter pleinement de cette dernière compétition doit lui donner encore un surplus de motivation, et justement, il répond très très positivement à ce que Onesta lui laisse comme temps de jeu. Mais exactement, pour rebondir un peu ce qu'on dit sur exactement ce que dit Stan et Ben, on a l'impression que Daouda Karaboué là prend vraiment plaisir, et complètement relâché, libéré. Je sais pas si toi, en l'interviewant, Brice, tu l'as ressenti ça. Ouais, si, ouais, c'est la force tranquille, Daouda, je trouve ça. Même on voit bien en zone mixte par rapport aux autres, il est là, il rigole avec tout le monde, il parle calmement, il est tout zen. Et on a l'impression quand même il aborde cette compétition relax, quoi, tranquillement. Il sait que, il savait déjà, je pense avant évidemment que c'était sa dernière, donc il a plus grand chose à perdre, quoi. Et justement, sa rentrée contre la Monténégro en deuxième mi-temps, je crois de mémoire, si je me trompe pas, il fait un 4 sur 4 d'entrée, quoi. Ouais, donc, ça aide, ça le met en confiance, et en plus, c'est un peu le petit chouchou du public, et donc très tôt dans le match, c'est ce que j'ai demandé quand j'ai posé comme question, c'est très tôt dans le match, à chaque arrêt il y avait des doudous dans toutes les tribunes, et qu'il a commencé à s'amuser avec le public de ça, donc à même faire son petit pas de danse à la fin, etc. Enfin c'était c'était vraiment pour lui, je pense que ça devait être le match parfait, quoi. Il est rentré comme ça, il s'attendait pas forcément à ça, et au final il finit meilleur joueur du match tout en étant tranquille, donc non. Alors, grand coup de chapeau. Alors on va pas vous passer toutes les interviews d'après-match que Brice nous a fait hier, vous allez les retrouver sur le site juste après l'émission, mais on va peut-être parler du cas de Jérôme Fernandez. Benoît, on le connaît très bien, c'est notre parrain, d'ailleurs qui sait, il sera peut-être avec nous avant la fin de l'émission, ça on ne sait pas, hein. Je vous avais promis un invité exceptionnel et un expert, donc peut-être Jérôme Fernandez. Il a le rôle, comme il le dit, et d'ailleurs faut mieux l'écouter, il a le rôle de remplaçant dans ce mondial-là, et respect, hein, parce qu'il le dit, il l'assume, et voilà, c'est du Jérôme Fernandez dans le texte. Écoutez, c'était hier encore au micro de Brice pour Andé.
C'est un peu ce que j'avais dit au début de la compétition. Je pense que moi, on me positionne un peu comme un remplaçant de la base arrière. Donc aujourd'hui, on l'a vu, je suis rentré, j'ai fait toute la deuxième mi-temps, j'ai joué d'abord arrière gauche pour que Nico joue un peu sur le poste de demi-centre. Et puis quand Timothée est rentré sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, moi j'ai dû passer au centre et mener le jeu. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'on joue, qu'on gagne, après, moi, tant que j'ai du temps de jeu, après ça me convient. Voilà, tant qu'on joue et qu'on gagne, bah ça lui convient. C'est du Jérôme Fernandez qui accepte son rôle quand même aussi. Et j'imagine Benoît, toi qui le connais très bien, de grand frère aussi pour les petits jeunes qui arrivent. C'est ça exactement. Ouais. Comme il l'a dit, il a eu un petit peu il a été placé un petit peu partout sur cette base arrière dans cette deuxième mi-temps, avec aussi redonner du temps de jeu parce que c'est quand même un joueur, le meilleur marqueur de l'histoire de handball français, donc il peut à tout moment sur des courtes périodes nous apporter énormément, même plus tard dans la compétition. Mais voilà, on l'a utilisé surtout à la fin pour encadrer ces jeunes, pour utiliser toute son expérience et voilà, mettre Timothée Nguessan sur de bons rails pour qu'il puisse trouver ses marques sur cette première compétition internationale, aux côtés de Sébastien Bosquet aussi, pour peut-être le mettre dans des situations plus favorables. Donc voilà, on sent le joueur qui est posé, qui est tranquille dans sa tête, qui n'a pas la pression de sentir toute la responsabilité sur ses épaules, mais qui est là quand même avec son rôle. Et les rôles sont bien définis et il sait qu'on aura besoin de lui. Voilà, il est important en ce moment sur le tir de 7 mètres, de penalty, dans la rotation et dans le faire valoir de ses partenaires. Donc voilà, il y a encore des matchs qui vont arriver peut-être avec des oppositions un peu plus favorables, et donc il aura encore son mot à dire sur ces compétitions. Peut-être retrouver aussi un peu plus de rythme, parce qu'il faut pas oublier quand même que Jérôme était blessé pendant un certain temps entre novembre et décembre, et donc lui aussi a besoin de retrouver du rythme. Et une fois que il sera rentré pleinement dans la compétition, pourquoi pas être bien plus qu'un remplaçant. Mais c'est vrai que là, son rôle est bien défini sur cette première partie, et c'est bien que dans sa tête ce soit clair, et comme ça il tire l'équipe vers le haut. C'est très bien. Mais c'est vrai que avec Jérôme Fernandez qui a été blessé une bonne partie à cause de son doigt cassé, me semble-t-il, ou foulé, et Narcisse aussi qui a été longuement mis au repos. C'est vrai qu'ils vont arriver dans la deuxième phase de la compétition normalement un peu plus avec de jus que d'autres, hein, même si vous avez entendu Philippe Bana et Narcisse a mis 20 litres d'essence pour redémarrer grâce à son titre de meilleur joueur du monde. Avant de passer quand même un peu à l'organisation, je sais que tu as quelques questions à poser à Brice, et dans 5 minutes on va appeler notre expert, on l'a dit, on l'a promis, on va le faire. J'aurais voulu quand même un petit mot sur le prochain match de l'équipe de France, c'est demain face au Brésil. Brice, toi qui as été voir aussi Brésil-Argentine, me semble-t-il, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match-là? Est-ce que la France peut avoir un peu peur de cette équipe de Brésil? Non, quand même, je pense pas. Non, c'est Brésil. J'ai pas bien compris ce que l'Argentine a fait, parce que pour moi, l'Argentine est sur le papier et même sur le parquet est clairement meilleure que les Brésiliens. D'ailleurs, c'était un peu, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas battu les Argentins. Et non, j'aurais du mal à ressortir une individualité du Brésil, parce que c'est assez faible quand même. Il n'y a pas. Dans défense, ils laissent beaucoup passer à 6 mètres, et même devant, je sais pas, ils m'ont pas impressionné. Autant le Monténégro sur le premier match je pensais qu'ils pouvaient faire quelque chose, autant le Brésil sur les 2 matchs que j'ai vus, le premier c'était l'Allemagne où ils se sont fait bouffer tout cru, mais même contre l'Argentine, j'ai trouvé que c'est plus les Argentins qui ont failli que les Brésiliens qui les ont domptés. Donc je pense que sur ce match du Brésil, ça va être à peu près la même chose que ce qui s'est passé hier face au Monténégro, c'est-à-dire un entraînement grandeur nature un peu. Bon écoute, c'est tout ce qu'on espère pour que Claude fasse aussi encore tourner son effectif et garder les meilleurs joueurs pour les matchs un peu plus disputés. Benoît, je sais que tu avais quelques questions d'organisation au niveau du mondial pour Brice, qui est sur place, je vous le rappelle, qui sera rejoint par Pierre Mangeot dans quelques jours normalement. Donc voilà. Dimanche, voilà. Donc ça permettra d'avoir il y a pas mal d'articles grâce à Brice, et puis on aura encore plus. Voilà, donc c'est parfait. Benoît, je te laisse la parole.
Ouais, non, mais c'était un peu pour avoir ton sentiment déjà sur l'organisation, sur les salles, comment elle est remplie. C'est vrai qu'à la télé, on a l'impression qu'il y a du monde. Après, c'est filmé de manière à ce qu'on voit le bas. Et c'est vrai que quand des fois la caméra monte un peu, il y a certaines tribunes qui sont un peu plus dégarnies. Mais voilà, c'était pour avoir un peu ton sentiment de l'intérieur, tant au niveau de tout ce qui peut être organisation par rapport à la presse, par rapport à la relation que tu peux avoir avec les autres, et aussi par rapport à ces salles qui peuvent être plus ou moins garnies. Et voilà ton sentiment un peu par rapport à tout ça. Bah écoute, l'organisation, non, de toute façon, à ce niveau-là, en général, championnat du monde, on se trompe pas trop quand même dans l'organisation. Ouais, mais on a vu, tu vois, par exemple, on avait eu au Brésil, c'était compliqué, par exemple, pour les filles, là-bas, c'était un peu chaotique, donc voilà. À quel niveau tu veux dire? C'était les transferts des joueurs, c'était très compliqué par rapport aux différents lieux d'entraînement. Les salles étaient vides. Voilà, les salles étaient vraiment vides, donc c'est pour ça, c'est pour avoir un peu la sensation, voilà, le sentiment par rapport à toi sur place. Je sais que là pour le moment ils n'ont pas de problème par exemple au niveau des transferts des joueurs etc et des créneaux d'entraînement parce qu'en fait Granollers c'est vraiment une petite ville, c'est 60 000 habitants, c'est collé c'est dans la très lointaine banlieue barcelonaise et c'est surtout en fait c'est un peu une cité c'est même pas une cité hors sport en fait parce que c'est une ville où il y a majoritairement des bureaux et des industries donc peu de gens qui y habitent. C'est simple d'ailleurs samedi soir quand je suis sorti du match vers 23h30 quelque chose comme ça. Il y avait personne dans la rue, pas un chat, rien du tout. Et même pas un bar d'ouvert ou quoi que ce soit pour avoir discuté avec les journalistes qui sont, eux, sur la Granollers. Apparemment, ils s'embêtent en dehors des jours de match. Il n'y a pas grand chose à faire. Et sinon, au niveau de la salle, le remplissage, etc., en effet, c'est un peu trompeur la caméra parce que les premiers rangs sont très bien garnis et souvent, plus ça monte et plus on trouve des sièges vides. Il faut savoir quand même et c'est là où même les joueurs sont impressionnés eux-mêmes, c'est que moi ça me fait penser un peu au Danemark, à la dernière Coupe du Monde en Suède, le public français vient et répond présent, et on a en moyenne, par exemple hier, et même contre la Tunisie, les 3/4 de la salle étaient bleus. Et par rapport est-ce que tu as une idée par rapport au prix des places, par exemple, parce qu'on sait qu'en Espagne en ce moment c'est très compliqué au niveau de la crise. Est-ce que les prix sont accessibles? J'étais en train de préparer un article là-dessus et les prix sont quand même assez chers. On va pas en dire trop alors si tu prépares un petit article là-dessus. Non, on peut révéler quelques petits tuyaux. En fait, pour avoir discuté avec quelques personnes de l'organisation. Ce sont les tapas qui sont pas chers, non? Et ça augmente, ça augmente aussi. Mais non, pour avoir discuté avec quelques personnes de l'organisation, ils attendent quand même un déficit en fait, parce que le comité organisateur avait tablé sur beaucoup de billets vendus pour gagner de l'argent, et en fait, il se trouve que ils vont être loin, voire très loin du compte, et on parle quand même rien qu'en billetterie d'un déficit de 4 millions d'euros. Toujours le même problème. C'est de faire du chiffre, mais au détriment de. Écoute, et je sais que même ils ont eu des problèmes aussi avec la salle à Madrid qu'ils ont dû fermer parce qu'elle n'était pas au niveau sanitaire et sécurité, c'était pas accepté par le comité de sécurité. Donc ils ont dû rouvrir à la hâte une autre salle qui est beaucoup plus petite et qui tout à l'heure encore je regardais Algérie-Croatie, la salle doit faire 8 ou 9 000 places, il y avait pas plus de 1500 personnes, donc ça fait vraiment vraiment très vide. Et les matchs à Granollers, c'est un peu ça, quand c'est pas l'équipe de France qui joue, ou alors un petit peu l'Allemagne, il n'y a pas grand monde dans les tribunes. Écoute, Brice. Et juste une dernière question. Est-ce allez. que tu as eu le temps de voir d'autres matchs et d'autres équipes pour savoir un petit peu ton sentiment sur les possibles rivaux de nos Français? Honnêtement, sur les autres groupes, j'en ai pas vu beaucoup. Je vais pas vous mentir, les gros favoris, Danemark, Croatie, Espagne, moindre degré la Russie, j'ai pas vu. J'ai vu comme ça des bribes, j'ai vu le premier match des Espagnols, mais bon, contre l'Algérie, tirer des conclusions sur ce match-là, c'est un peu ridicule. Et sinon, non, j'ai vu surtout les matchs de l'équipe de France, du groupe de l'équipe de France. Et c'est pour ça, moi, la Tunisie, je les vois comme un gros outsider. Et par contre, pour avoir discuté avec quelques collègues allemands, l'Allemagne est en train de décevoir et ça va être compliqué, je pense, pour les Allemands, là.
Bah, je pense qu'on a fait le tour, messieurs, sur le mondial. On va passer un petit jingle parce qu'il y a notre expert qui tape à la porte là, donc le temps pour nous de bien se caler là-dessus. Ça dure, vous en avez l'habitude, 2 petites minutes et après retour avec notre expert caché, j'ai envie de dire, qui est en